Un épisode coup de poing. Des vérités éclatent, des alliances volent en éclats, des personnages qu'on croyait solides se brisent sous la pression. Cet épisode fracasse les certitudes de chacun et nous plonge dans un chaos émotionnel total. Jusqu'où peut-on aller par amour ou par colère? Peut-on trahir quelqu'un tout en restant loyal à soi-même? Jamie, Claire, William, Lord John, tous sont confrontés à ces dilemmes. Et croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Prêt à plonger dans ce décryptage? C'est parti! On vit un épisode d'une rare intensité où les émotions éclatent de toutes parts et les coups pleuvent. Mais avant de plonger dans les détails des confrontations et des trahisons, prenons un peu de recul. Qu'est-ce qui rend cet épisode si marquant? Comment est-il construit pour nous maintenir sous tension du début à la fin? Et surtout, que dire de la mise en scène, du rythme et des performances des acteurs? C'est tout ce qu'on va voir tout de suite dans les impressions générales. Avant même que l'épisode ne commence, on sait qu'on va assister à un chaos latent. Il y a une tension sous-jacente, un déséquilibre qu'on sent venir et honnêtement c'est génial. On nous a laissé dans l'épisode précédent avec cette révélation, l'arrivée de Jamie qu'on croyait mort, et puis William qui découvre que Jamie est son père. Cet épisode déchire des relations, fracture des identités et pousse chaque personnage dans ses retranchements, tout en restant captivant du début à la fin. Dès la title card, la métaphore est évidente. Une pomme qui tombe d'un arbre. C'est William, bien sûr, qui découvre enfin ses origines. Mais si on veut aller plus loin, on peut aussi y voir une référence au péché originel. Comme Ève, William cherche la vérité et ce qu'il trouve, c'est la douleur qui l'accompagne. L'écriture est riche en symboles et l'épisode joue brillamment sur les parallèles. L'un des plus frappants, d'après moi, c'est le coup de poing de William dans le miroir et celui de Jamie à John. Deux explosions de rage, de trahison qui reflètent à quel point ces personnages sont liés malgré eux. En tout cas malgré William. Impossible de parler de cet épisode sans évoquer l'immense présence de Lord John. David Berry brille totalement dans cette seconde moitié de saison, il apporte une profondeur et une subtilité incroyables à son personnage en montrant à la fois sa fierté, sa douleur et son humour mordant. De nombreux fans réclament depuis longtemps un spin-off sur Lord John et clairement cet épisode prouve qu'il en serait vraiment digne. Mais est-ce que Lord John pourrait vraiment être un protagoniste principal? Ses romans et nouvelles lui donnent une richesse narrative sous-estimée et son sarcasme, son sens de l'honneur et sa propension à se retrouver dans des situations impossibles en font un personnage fascinant. Pourtant, jusqu'à présent, Starz n'a rien annoncé sur une série dérivée. Alors peut-être que cet épisode leur donnera des idées, ou en tout cas même toute cette fin de saison 7, deuxième partie de saison 7. L'autre thème central, c'est bien sûr le parallèle entre le titre de l'épisode et les thématiques qu'il explore. Carnal Knowledge, ou connaissance charnelle, pour la traduction française, ne se limite pas, pour moi, à la dimension sexuelle. Si on regarde l'étymologie du mot charnel, issu du latin carnis ou caro, qui veut dire la chair, le corps, en fait, il s'agit de tout ce qui est lié au corps, par opposition à l'esprit. Et autrement dit, cet épisode traite autant du désir physique, charnel, que de la découverte brutale de soi, la connaissance charnelle. Et qui de mieux pour raconter cette histoire que Tony Graffia, l'une des scénaristes historiques de la série depuis la saison 1. J'adore son écriture, vous le savez, si vous me suivez depuis le tout début de mes décryptages, son style est percutant et elle sait toujours construire des scènes très fortes émotionnellement. À la réalisation, on retrouve Liza Clarke qui signe ici son 4e épisode de la saison 7. Il y avait eu 2 épisodes en première partie de saison et puis le précédent et celui-ci. Elle a clairement une préférence pour les plans rapprochés et ça fonctionne parfaitement dans les moments de tension. William en pleine crise identitaire, les combats brutaux et sans fioritures, Ian et Rachel en gros plan pour capter toute l'émotion de leurs échanges. L'équilibre entre action et intimité est plutôt bien géré, et visuellement, certaines scènes sont vraiment bien composées. Alors en revanche, il y a quelques choix étonnants. Le terme sodomie qui revient plusieurs fois dans l'épisode, et honnêtement, c'est un peu surprenant de la part de Tony Graffia. Il y avait sans doute moyen d'utiliser d'autres mots pour exprimer la même idée, à moins que ce soit volontaire d'avoir à ce point réutilisé régulièrement le mot dans tout le fil de l'épisode. Je ne sais pas trop. Moi, ça me surprend. Autre point marquant, l'absence totale de Roger et Brianna. Et pour une fois,
c'est une bonne chose. L'épisode devait se concentrer sur Jamie, Claire, William et Lord John. Il fallait que ces intrigues respirent et prennent toute la place nécessaire. L'histoire des Mackenzie, coincée entre passé et présent, aurait été ici hors sujet. De toute façon, ça n'aurait pas vraiment collé avec le titre Connaissance charnelle. Autre point fort de cet épisode, c'est sa fidélité au dialogue des livres. Et c'est notamment aussi parce que Tony Graphia les connaît très très bien. Beaucoup de répliques sont quasi identiques à celles du roman et ça fonctionne. On sent que la scénariste a voulu conserver la puissance des échanges qui ont été écrits par Diana Gabaldon, et notamment les confrontations entre Jamie, Claire et John. Mais cette fidélité ne concerne pas seulement les dialogues, elle est aussi thématique. Cet épisode met Lord John en péril physique, tandis que William traverse une crise existentielle d'une rare violence. Et encore une fois, l'épisode joue brillamment sur les parallèles entre Jamie et William. On retrouve les mêmes motifs à travers leur colère, leur confusion et leur sentiment de trahison. Jamie, jeune, était aussi un homme enragé et fougueux, incontrôlable, et maintenant c'est William qui se retrouve exactement dans cette posture. Autre fil rouge de l'épisode, tout le monde frappe tout le monde. Sérieusement, combien est-ce qu'il y a eu de coups et de gifles dans l'épisode? Entre William qui ravage tout chez Lord John, Jamie qui le frappe, William qui frappe Ian, Rachel qui gifle William, Claire qui gifle Jamie. Il semble que dans cette famille, personne ne sait utiliser les mots pour s'expliquer. Bien sûr, c'est une boutade. Un petit regret sur la gestion du montage dans les minutes qui terminent l'épisode, notamment dans la scène entre Claire et Jamie. Une confrontation aussi forte aurait pour moi mérité des flashbacks plus travaillés pour illustrer encore mieux le poids du passé de Claire et Jamie. On a déjà vu des choix similaires en saison 4, notamment avec Brianna, lorsqu'elle raconte son agression à Claire. Et là, je pense que ça aurait pu ajouter un autre niveau de lecture en montrant des fragments du passé de Jamie et Claire, leurs pertes, leurs retrouvailles précédentes, tout ce qui rend ce couple unique. Et puis peut-être aussi des flashbacks de ce qui s'est passé entre Claire et John, pour illustrer les propos de Claire. Alors malgré ce point, l'épisode reste une réussite. Et en résumé, je dirais que c'est un épisode dense, intense, où tout vole en éclats, un grand moment de télévision, malgré quelques maladresses mineures de mise en scène ou de montage. Et je vais commencer par mon top et je vais vous parler de cette métaphore médicale qui résonne aussi bien pour Claire que pour Jamie. Et en effet, s'il y a une chose qui m'a profondément marquée dans cet épisode, c'est l'analogie médicale utilisée par Claire pour expliquer son état émotionnel après la disparition de Jamie et ce que John a fait pour elle. Lorsqu'elle confronte Jamie, elle lui décrit son chagrin comme une blessure béante, nécessitant un triage d'urgence. Pourquoi cette métaphore est-elle si brillante ? Claire est médecin, donc cette comparaison lui vient naturellement. Elle exprime son état psychologique comme une plaie ouverte, nécessitant une intervention immédiate. Lord John, évidemment, n'a pas été un choix sentimental, mais un soin vital, une tentative de survie mutuelle pour ne pas s'effondrer totalement. Et ce qui rend ce moment encore plus fort, c'est que Jamie lui-même a vécu la même chose, aussi avec John, et c'est là que l'écriture est brillante. Jamie réalise qu'il ne peut pas juger Claire car il a connu cette détresse lui aussi. Il se remémore sa propre expérience avec Lord John après la mort de Geneva et puis la naissance de William. Jamie exprime son chagrin comme une blessure physique, une douleur insoutenable qui l'a laissé déchirer, briser. Et surtout, il admet que Lord John a été celui qui l'a aidé à survivre. Il dit « c'est ce foutu sodomite anglais qui a pansé mes plaies ». Cette phrase encapsule à la fois la colère, la reconnaissance et la douleur de Jamie. Jamie reconnaît que John l'a aidé à guérir à sa manière, et c'est à ce moment-là que le dialogue prend toute son ampleur. Il comprend enfin ce que Claire essaye de lui dire. Il comprend, car il a vécu la même chose. Et ce parallèle est magnifiquement amené et résonne profondément. Un des plus beaux moments de l'épisode pour moi. Alors pour mon flop, je vais vous parler de la fin, parce que ce montage final, j'arrive pas à m'y faire. Je trouve que ça brise vraiment la tension des deux scènes. Si globalement l'épisode est brillamment écrit, son montage dans la scène finale est pour moi un mauvais choix d'édition. Plutôt que de laisser la scène de Jamie et Claire se dérouler naturellement, la réalisation, le montage, les monteurs ont choisi d'alterner constamment entre leur intimité et l'évasion de John.
Résultat, les deux scènes se parasitent mutuellement. D'un côté, on a une scène d'amour entre Claire et Jamie, censée être un moment de retrouvailles après des tensions extrêmes. Et de l'autre, on a Lord John en fuite, blessé, traqué, risquant sa vie. Et l'alternance entre ces deux ambiances a créé un petit malaise chez moi plutôt qu'une montée en tension. J'aurais vraiment préféré un montage plus classique, montrer la scène d'amour en entier, laisser Claire et Jamie retrouver une connexion après leur confrontation, et passer ensuite à l'évasion de John avec toute l'adrénaline et l'urgence que cette séquence demande. Ce découpage aurait permis d'avoir deux scènes qui ont un vrai impact émotionnel. Là, elles s'annulent presque l'une et l'autre et c'est assez frustrant. Et c'est d'autant plus dommage que les deux moments sont vraiment forts. Chacun avait le potentiel d'être marquant. Mais malheureusement, ce choix d'alternance les affaiblit au lieu de les sublimer. Le titre de mon premier thème, c'est Vérité révélée et identité fracturée. Cet épisode, je l'ai dit, c'est un véritable séisme émotionnel. Il fait exploser des vérités qu'on essayait de contenir et des identités qu'on croyait solides. Et celui qui en prend le plus plein la figure, vous l'avez deviné, c'est William. Jusqu'ici, il était William Ransom, fils de Lord John Grey, fils adoptif de Lord John, héritier légitime d'un grand nom britannique. Et puis, tout s'effondre. En quelques instants, il perd tout ce qu'il croyait être. D'ailleurs, c'est un schème qu'on a déjà vu avec Brianna. Quand elle a découvert la vérité sur Jamie, son père biologique, elle aussi a explosé. Mais elle avait Claire face à elle. Elle avait un exutoire. William, lui, ne peut pas s'en prendre à Jamie. Alors il s'en prend à ce qu'il a sous la main, et là, on a une scène visuellement très forte. Il explose de rage, il brise le miroir, tout est dit. Il ne reconnaît plus son propre reflet. Son identité vole en éclats, au sens propre, comme au sens figuré. Il devient un inconnu à ses propres yeux. Et avant de tout casser, il a cherché des réponses auprès de la seule personne référence qu'il avait sous la main, Claire. Il ne sait d'ailleurs plus très bien comment l'appeler. L'ironie de la situation, c'est que, en fait, quel que soit le père, Claire est et reste sa belle-mère. Et ce que j'ai trouvé très fort dans cette scène, c'est que Claire aurait pu botter en touche. Elle aurait pu lui dire c'est pas à moi de te répondre, parle à tes pères, parle à Jamie, parle à John. Mais ça, elle ne fait pas. Elle assume cette conversation, elle prend la responsabilité de lui dire la vérité. Et surtout, elle le fait avec une sincérité, je trouve, vraiment très douce. Elle garde une certaine retenue. Elle lui dit ce qu'il doit entendre sans l'écraser encore plus. C'est une conversation très bien écrite où l'on sent que William veut tout comprendre, mais qu'il ne sait même plus comment poser les questions. Et après ça, William part, perdu, désorienté. Donc bien sûr, il fracasse tout, et puis ensuite, c'est là qu'Arabella entre en jeu. Et j'adore le choix scénaristique ici parce que cette scène ne raconte pas ce qu'on pourrait croire au premier regard. William ne va pas voir cette prostituée, Jane, par pulsion ou pour oublier. C'est elle qui vient vers lui, qui le fait entrer dans le bordel. Il accepte parce qu'elle est la seule personne qui ne lui impose rien. Elle ne le connaît pas, elle ne lui demande rien, elle ne lui a pas menti. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que William ne se comporte jamais comme un homme qui pense avoir du pouvoir sur elle. Il respecte Jane totalement. Il n'oserait jamais lui imposer quoi que ce soit. Il a reçu une éducation stricte, des valeurs d'honneur, et il les applique sans réfléchir. Sauf que Jane, elle, a sa propre vision de l'honneur. Et dans leur échange après leur rapport, elle renverse complètement la perspective. William voit l'honneur comme une valeur absolue, et Jane le voit comme une nécessité, une adaptation à un monde cruel. Elle lui fait comprendre qu'il n'a pas à s'autodétruire pour ce qu'il vient d'apprendre. Que l'honneur n'est pas un idéal lointain, mais une question de survie. Et ce n'est pas un échange anodin. Jane, pour moi, humanise les prostituées. Elle montre que ce n'est pas juste une question de commerce du corps, mais aussi une question de résilience. Et elle devient un miroir pour William. Lui qui pense avoir perdu son honneur, il découvre qu'il existe peut-être d'autres façons de le comprendre. Et là, on voit clairement la tragédie de William. Il défend toujours les plus vulnérables, il ne supporte pas l'injustice, mais il est incapable d'avoir la même compassion pour lui-même. Et je veux revenir aussi un peu plus en détail sur la scène intime entre William et Jane. Ce n'est pas un acte de simple désir, c'est un moment de connexion entre deux âmes perdues. Et j'ai aimé la scénarisation pleine de douceur de cette scène. On sent tous les conflits intérieurs de William, mais aussi le bien qu'ils se font mutuellement à travers cet acte et leurs étreintes. C'est un moment rare où William baisse enfin les armes. J'ai trouvé ça beau et terriblement humain. Et bien sûr, comme si tout ça ne suffisait pas, vient le face-à-face avec Jamie.
Et autant vous dire que c'est explosif, Jamie lui ordonne de libérer Ian. William n'a pas le choix. Bien sûr, il ne veut pas obéir à cet homme qu'il refuse de considérer comme son père. Et là, on a cette phrase clé, cette déclaration de rupture totale. God damn you, sir, God damn you to hell. Allez en enfer, que les feux violents de l'enfer, je ne sais plus quoi, vous détruisent. Je ne sais plus comment c'est en français. Enfin, c'est très violent, c'est définitif. Mais est-ce que c'est vraiment contre Jamie que William est en colère ? Ce que je vois ici, c'est que ce rejet est autant dirigé contre lui-même que contre Jamie. Il ne veut pas de ce lien, il refuse cette réalité. Et pourtant, il agit sous l'ordre de Jamie, il libère Ian. Jamie, là, s'est comporté comme un père, mais un père autoritaire, à qui on n'a pas le droit de dire non. Avec quand même un chantage assez... ouais, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... c'est une méthode de guerrier, ça. C'est pas tellement une méthode qu'on peut utiliser en tant que père. Mais bon, un détail. Un autre détail qui pourrait simplement sembler narratif, c'est justement le fait que William libère Ian. Ça montre que même s'il le nie, une part de William sait que Jamie a un pouvoir sur lui. Et il y a un parallèle évident entre Jamie et William ici. William est dans le même état émotionnel que Jamie dans cet épisode, fougueux, incontrôlable, rempli de rage. Mais si on se souvient bien, quand Jamie était plus jeune, il avait Murtock pour le guider. William, là, il est complètement seul. En tout cas, il croit qu'il est seul. Et c'est ce qui fait toute la tragédie de ce personnage. Et tout ce que subit William dans l'épisode, il faut pouvoir le jouer avec justesse. Et franchement, Charles van der Vaart est juste parfait dans ce rôle. Une vraie révélation, il navigue entre colère, frustration, confusion identitaire, jalousie, désir incontrôlable, et il le fait sans excès, tout en nuances. Une vraie belle performance qui donne encore plus de poids à cette chute brutale de William. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Charles van der Vaart a donné une interview pour TV Insider qui est consacrée à l'épisode. Et franchement, il y est brillant, spontané, impliqué et plein d'humour. Charmant. C'est le mot. Clairement, il vit son rôle à fond et ça se ressent à l'écran. Autre personnage un peu perdu dans cet épisode, c'est Lord John. William l'a clairement repoussé, et c'était dans l'épisode précédent. Et ça aussi, c'est un coup dur pour lui. John se retrouve pris au cœur de la guerre, alors qu'il n'a plus de commission militaire, plus d'autorité réelle. En tout cas, c'est ce qu'il croit, avant qu'on découvre la lettre. Et pourtant, il se retrouve prisonnier. Et ce qui est fascinant ici, c'est que John ne réagit pas comme une victime. Il ne supplie pas, il ne s'effondre pas. Il est lucide. Il sait qu'il ne peut plus contrôler la situation, mais il garde sa dignité, il refuse de se laisser abattre. Et ça, je trouve que c'est tout à l'honneur de son personnage. En conclusion de ce thème sur les secrets révélés, les identités, je dirais que c'est un tournant irréversible pour les personnages dont je vous ai parlé. Cet épisode laisse William brisé, il n'a plus vraiment de repères, il n'a plus de guide. Jen lui offre un miroir, une autre façon de voir l'honneur, mais peut-il vraiment l'accepter ? Jamie et lui se quittent sur un rejet total, mais cette guerre identitaire, on le sait, n'est pas terminée, loin de là. Et Lord John n'a plus d'échappatoire, il est seul, livré aux rebelles. Pour mon thème suivant, j'ai choisi d'explorer la loyauté et la trahison. Jusqu'où peut-on aller par amour ou par colère ? On l'a vu, William est en chute libre, il rejette son lien avec Jamie, il n'a plus confiance en Lord John, il ne sait plus qui il est, mais il n'est pas le seul à perdre le pied dans cet épisode. L'autre confrontation énormissime, c'est celle de Jamie et Lord John. Un affrontement physique, moral et profondément émotionnel. Jamie avait toujours fait avec les sentiments de John à son égard, jusqu'à ce qu'il considère que la ligne rouge a été franchie. Et là, toutes les barrières explosent. Au départ, dans l'épisode, tout commence comme un jeu, une mise en scène. Dans les rues de Philadelphie, Jamie et John jouent le rôle du geôlier et du captif, mais sans aucune animosité. Ils discutent normalement, et voilà, ils échangent. Les questions et les réponses qu'ils se font sont vraiment comme deux amis. Jamie lui donne même son manteau, on voit que John est frigorifié. Et ça, c'est jusqu'au moment où Jamie découvre la vérité. Et là, il y a un point de bascule. John avoue tout, d'un coup et sans précaution. Et Jamie ne supporte pas la façon dont il le dit. Nous étions tous les deux en train de te baiser. C'est cette phrase vraiment qui fait exploser Jamie. Mais est-ce
vraiment cette nuit avec Claire qui le met dans cet état, ou est-ce que c'est autre chose de plus profond, de plus ancré en lui? Jamie ne supporte pas l'idée d'être le centre de cette relation, même indirectement. Il est renvoyé à son pire souvenir, à Black Jack Randall, et là il n'est plus rationnel. Il frappe sans retenue, sans mesurer sa force, et ce qui est fascinant, c'est que John ne se défend pas. Au contraire, il accepte la douleur, il la revendique même. Vas-y, fais-le, tue-moi, enfin... Comme s'il voulait être puni, comme s'il savait que son lien avec Jamie était irrémédiablement brisé après cette nuit avec Claire. Et puis vient l'acte ultime. Jamie abandonne John aux rebelles. Un parallèle évident avec la saison 4. Jamie avait condamné Roger à être vendu aux Mohawks sous le coup d'une mauvaise interprétation. Ici, il fait exactement la même chose avec John. Jamie est un homme de principe, en fait, sauf quand il s'agit de Claire ou de Brianna. Et pourtant, malgré ça, John ne regrette rien. Il ne s'excuse pas, il ne cherche pas à se justifier. Alors, devrait-il être désolé ou a-t-il raison de considérer que cette nuit avec Claire ne mérite pas d'être effacée? Au milieu de tout ça, un autre duo traverse un moment décisif, Ian et Rachel, même si évidemment c'est beaucoup plus mineur que les autres intrigues. Mais alors qu'ils se rapprochent de plus en plus, on comprend qu'ils cherchent à organiser leur mariage et que pour l'instant, la communauté Quaker n'a pas donné son accord. Et William fait une irruption brutale dans cette dynamique. William, submergé par la colère et la douleur, frappe Ian, et ils se battent. Et William met Ian aux arrêts. Tout ça parce que, effectivement, Ian fait également partie de ceux qui lui ont menti, qui connaissaient la vérité et qui ne lui ont rien dit. Rachel fait face à William sans crainte. Elle ne lui a jamais laissé d'espoir, mais là, elle ferme la porte définitivement. Et puis arrive ce baiser volé, une tentative désespérée de s'accrocher à la seule chose qui semblait encore stable dans la vie de William. Mais Rachel réagit immédiatement, elle le gifle sans hésitation. William comprend qu'il vient de perdre définitivement Rachel. Et paradoxalement, il trouve un peu plus tard une forme de rédemption en libérant Ian, même si c'est sous l'ordre de Jamie. C'est peut-être un premier pas vers une reconstruction. Et dans ce thème, j'ai aussi envie de vous parler de Denzel, parce qu'au milieu de toutes ces décisions prises sous le coup de la colère ou du chagrin, il y a Denzel Hunter. Lui, il n'agit pas par passion, mais par conviction. Un homme de foi, un médecin qui place la vie au-dessus des conflits. Il soigne John, bien qu'il soit un soldat britannique. Il ne pose pas de questions, il applique son serment moral. Alors il ne pose pas de questions, mais il a quand même des réponses, puisque John est assez prompt à lui raconter. Et Denzel incarne vraiment la neutralité des Quakers refusant de prendre parti dans la guerre. Un contrepoids moral dans cet épisode où tout le monde est dominé par ses émotions destructrices. Et Denzel, je trouve, incarne la loyauté du devoir, là où les autres sont guidés par la passion. Alors j'ai envie de vous soumettre un débat qui, de mon point de vue, est impossible à trancher, mais je suis sûre que vous allez le faire. Alors, plutôt team Jamie ou team John? L'épisode ne prend pas parti, et c'est ce qui rend ce conflit encore plus fascinant. Jamie est incroyablement dur et violent avec John. Alors oui, on comprend son choc et sa colère, mais on peut dire qu'il va trop loin dans la brutalité. On ressent aussi cette frustration du spectateur parce que nous, on sait tout. On sait que le mariage entre Claire et John était une nécessité pour sa survie. On sait que leur nuit ensemble a été un moment de détresse partagée et pas un acte de trahison calculé. Mais Jamie, elle ne sait rien de tout ça. Et puis à l'inverse, on peut aussi critiquer John. Pourquoi a-t-il tout balancé comme ça d'un coup? Pourquoi n'a-t-il pas commencé par écoute, j'ai dû épouser Claire pour la sauver, tu sais pas ce qu'elle a fait, elle a été espionne, enfin, elle s'est fait prendre, elle a failli être pendue. Et puis il aurait pu ajouter, puis on s'est saoulés quand on a cru que t'étais mort et on a couché ensemble. Tout aurait sans doute été beaucoup plus simple. Et pourtant, alors John ne dit rien et puis il ne regrette rien. Il refuse d'avoir honte pour ce qu'il a fait. Ce qui rend leur dernier regard entre Jamie et John encore plus fort. Ils ont toujours trouvé un équilibre malgré leurs différences, malgré leurs divergences, malgré leur camp, leur allégeance différente. Mais cette fois, cet équilibre est totalement brisé. Troisième thème, il est temps d'aborder le thème de l'épisode, parce que après l'implosion du lien entre Jamie et John, il restait ce face-à-face inévitable, celui entre Claire et Jamie. Dans cet épisode, je l'ai dit, les émotions dominent et Jamie n'a pas le temps d'encaisser tout ce qu'il a découvert. Il a frappé, il a crié, il a rejeté,
Mais il n'a pas encore réellement confronté Claire jusqu'à la fin quasiment. Et maintenant qu'il se retrouve enfin seul, eh ben, il va falloir qu'il s'explique. Je l'ai dit, hein, John ne s'est pas expliqué sur les raisons de tout cela, et Claire pas beaucoup plus. Et ça a laissé une sorte d'incompréhension s'installer. Moi, je pense que ça aurait évité bien des coups et bien des rancœurs. Et là, dès que Jamie entre dans le salon, on sent la tension, hein. Claire est toute joyeuse de le retrouver, mais lui est hyper froid. C'est pas un Jamie qui explose immédiatement de colère, mais un Jamie qui rumine, qui retient son orage. Et ça, je trouve que dans un conflit, c'est presque pire. Mais Claire, elle, ne recule pas, hein. Elle sait qu'elle va devoir affronter ses reproches et fournir des explications. Une des premières phrases que Jamie lui dit, c'est « Tu as couché avec Lord John ». Et puis d'abord, elle essaye de lui expliquer, mais Jamie ne semble pas comprendre. Alors, il y a des va-et-vient, hein. Et puis, il lâche cette phrase qui fait bondir Claire, hein, « Tu penses avec ton corps » ou quelque chose dans ce genre-là. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Claire n'a jamais été réduite à ça et elle refuse que Jamie la réduise maintenant à un simple désir charnel. À ce moment-là, la confrontation bascule. Claire n'essaye plus seulement d'expliquer, elle s'affirme. Elle hausse le ton, elle remet Jamie à sa place et elle lui rappelle ce qu'elle a vécu, qu'elle était seule, qu'elle l'a cru mort. Et ce qui est brillant, c'est que la mise en scène traduit cette tension. Ils ne sont pas statiques, hein, ils se déplacent dans la maison, montant, descendant, comme si leur confrontation devait se dérouler en plusieurs actes. Et je voudrais signaler un autre élément très important dans cette scène. Claire ne se concentre pas uniquement sur Jamie. Lorsqu'il lui dit, c'est un peu plus vers la fin, qu'il a laissé John aux rebelles, sa première réaction, c'est l'inquiétude. Elle ne pense pas seulement à ce qu'il a fait, elle pense à ce que John va vivre. Et ça, je pense que c'est un point clé. Claire n'a pas seulement partagé une nuit avec John, elle a une vraie estime pour lui. Elle sait ce qu'il a fait pour elle, et même face à la colère de Jamie, elle refuse d'abandonner John mentalement. Alors Jamie, lui, ne sait pas quoi répondre, parce qu'au fond, il ne sait même pas ce qu'il est advenu de John. Aveuglé par sa colère, il ne s'est vraiment pas soucié de ce qui allait pouvoir lui arriver. Et quelque part, Claire sait que Jamie devrait également s'en soucier. Et c'est là que Jamie commence à comprendre, hein, mais ce n'est pas immédiat. Il ne peut pas effacer sa colère d'un coup. Mais il entend enfin Claire, hein, dans sa métaphore médicale, le pansement. Et puis surtout, voilà, et je l'ai développé dans le top, il se souvient, quand elle lui parle du pansement de triage, Jamie fait le lien. Ce foutu sodomite anglais m'a pansé, a pansé mes plaies. Jamie qui a connu la douleur, qui a été brisé, qui sait ce que c'est que de survivre après une perte, se rend compte qu'il a déjà été dans la position de Claire et c'est là que tout change. Alors il fait ce que Jamie fait toujours dans ces moments-là, il se raccroche à Claire physiquement. Et puis là, on arrive à cette scène d'amour sur la table. Acte passionné ou besoin désespéré de se retrouver après s'être perdu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une scène de réconciliation classique, elle est brute, presque instinctive. Il n'y a pas vraiment de douceur, hein. Comme si Jamie devait se prouver à lui-même que Claire est toujours à lui. Une façon de se posséder l'un l'autre. À un moment, il lui dit « Es-tu en position d'exiger quoi que ce soit ?» Et elle lui répond « Je suis ta femme », hein, comme un écho à la question de Jamie quelques minutes plus tôt. « Est-ce que tu es toujours ma femme ?» Mais tout est-il vraiment pardonné? Cette scène est longue, intense et d'une richesse émotionnelle incroyable. Et vous l'avez ressenti vous aussi, hein. J'ai reçu beaucoup de retours, notamment de mes abonnés Patreon. Et ce qui est fascinant, c'est que chacun a été touché par un moment différent dans cette scène qui dure près de 10 minutes. Plusieurs d'entre vous ont souligné l'attitude de Jamie en début de scène, son côté borné, son refus de vraiment écouter Claire au départ. Et certains ont même comparé cet échange à la dispute entre Jamie et Jenny à Lellybrock dans la saison 1, où Jamie, trop fier, ne veut rien entendre. Claire qui le gifle, c'est un instant qui revient aussi souvent dans vos retours, un geste instinctif qui marque un tournant dans leur échange. Et ce qui ressort aussi, c'est la métaphore du triage médical de Claire dont j'ai beaucoup parlé dans mon top. Beaucoup ont été profondément touchés par cette explication car elle traduit parfaitement son état psychologique au moment où elle a cru Jamie mort. C'est un moment fort de la scène, c'est le point de bascule parce qu'on sent que Jamie commence enfin à comprendre, même s'il lutte contre lui-même. Et puis, votre point culminant, c'est Jamie qui demande si Claire est toujours sa femme. C'est le moment qui ressort le plus dans vos retours. Cette phrase condense à elle seule tout ce que Jamie ressent. La colère, l'amour, le besoin absolu d'être certain que Claire est toujours à lui. Et c'est la vulnérabilité de Jamie qui vous a marqué et le fait qu'à ce moment précis, on bascule vers la réconciliation. J'adore voir comment chacun perçoit ces scènes différemment et ce qui ressort
sur le dessus de la pile lorsque vous les analysez. Ces échanges, c'est ce qui fait tout l'intérêt de mes décryptages. Et c'est toujours passionnant de vous lire et d'écouter aussi vos réactions. On peut ne pas toujours être d'accord, mais c'est ce qui fait le sel de nos échanges. Merci à vous tous. Et d'ailleurs, on écoutera certains d'entre vous tout à l'heure dans la prochaine rubrique. Mais avant ça, j'enchaîne avec mon dernier thème. Jamie et Claire se sont enfin retrouvés, mais rien ne sera plus comme avant. Pas tout de suite en tout cas. Tout l'épisode a été une succession de ruptures et de confrontations. Et maintenant, chacun doit avancer avec les nouvelles cartes qu'il a en main. Pendant que Jamie réglait ses comptes personnels, l'histoire avec un grand H continue d'avancer. Et le voilà propulsé dans un rôle qu'il n'avait pas demandé. Jamie devient général en un claquement de doigts. Et c'est peut-être l'une des choses les plus rapides de l'épisode. Jamie arrive au QG des Continentaux et en 2 échanges avec Washington, bim, brigadier général Fraser. On va pas se mentir, c'est un peu rapide. Mais c'est du Diana Gabaldon tout craché. Washington reconnaît en lui un homme de valeur, un soldat compétent et loyal, et surtout, Jamie a eu l'idée d'aller en France pour solidifier les alliances avec les soutiens français. Un geste qu'il n'était pas obligé de faire, mais qui montre qu'il n'agit pas seulement pour lui, mais pour la cause. Et là, en fait, ce qui est un peu déroutant, c'est que Jamie n'a jamais cherché le pouvoir. Mais à chaque grande guerre, il se retrouve propulsé en haut de la hiérarchie. Et là, face à Washington, il ne peut pas refuser, parce que dire non, ce serait refuser de se battre pour la liberté. Et c'est un idéal auquel il croit. Alors bon, cela dit, personnellement, j'aurais aimé voir Jamie davantage en conflit avec cette promotion militaire. Parce que qu'est-ce que ça signifie pour lui et Claire ? Jamie, là, n'est plus seulement un soldat, il devient un meneur d'hommes, un chef militaire à part entière. Alors un rôle qu'il a déjà joué, mais qui ne l'a jamais mené ailleurs que vers des catastrophes. Et pendant que Jamie se retrouve promu en un éclair, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, William, qui lui n'a plus aucun repère. Alors, il est du côté des Britanniques, il a toujours été un officier discipliné, mais maintenant qu'il sait qui il est vraiment, peut-il encore se battre sous ce drapeau sans douter ? On ne sait pas trop où il se positionne désormais, et d'ailleurs, lui non plus. Va-t-il continuer à se battre pour les Britanniques ou est-il en train de perdre justement la foi en son propre camp ? Et puis un autre personnage qui décidément perd beaucoup dans l'épisode, c'est John. Son fils adoptif le rejette, son amitié, sa chère amitié avec Jamie explose en vol, sa liberté lui est arrachée, et puis il perd aussi un œil. Rien ne va plus pour lui et ça empire encore à la fin de l'épisode. Alors qu'il tente de s'échapper du camp américain, un coup de feu retentit dans la nuit. Est-ce qu'il a été touché ? Est-ce qu'il a été rattrapé ? Va-t-il mourir ? On ne sait pas. Et l'épisode se termine sur ce doute. Après un épisode aussi intense, rempli de confrontations et de révélations et de décisions irréversibles, je suis curieuse d'entendre vos réactions. Comme toujours, mes addicts sur Patreon ont eu accès à ce décryptage en avant-première et ont pu laisser leurs notes vocales pour approfondir, nuancer ou même remettre en question certains points. Alors, quelles sont vos impressions ? On écoute ça ensemble ? C'est aussi une découverte pour moi et les commentaires que je réalise après chaque intervention est totalement spontané et non préparé. Et pour ouvrir le bal de ces notes vocales, je vous propose que nous écoutions Sylvaine. Bonjour Aurélie, bonjour les addicts. Waouh, quel épisode, sûrement l'un des meilleurs pour moi, réalisation comme interprétation. Un épisode à l'atmosphère volcanique, quel spectacle. Nous assistons à un feu d'artifice, d'éruptions de colère, de frustration, de jalousie, d'amour, mais aussi à des actes de violence physique ou morale poussés à leur paroxysme. Les situations triangulaires de certains personnages sont explosives, mais les duos sont également virulents. Les mots crachés tels la lave font mal tout autant, voire plus que les coups ou les gifles. Le spectateur est donc en permanence sous tension et les quelques moments de répit sont rares. Justement, celui que je retiendrai est celui que vivent William et Jane lors de la 2e scène passée ensemble. Un moment touchant, apaisant, réconfortant, que nous vivons, tout comme les personnages, comme une pause au milieu de ce chaos. Il émane de cette scène un sentiment de sécurité, de douceur malgré les circonstances qui contrastent avec le reste de l'épisode. Le personnage de Jane nous est immédiatement rendu attachant. Son attitude envers William nous permet de mieux comprendre le tourment émotionnel qu'il est en train de vivre. Le seul honneur qui lui reste est sa parole. Or Jane vient de le lui enlever. William met ainsi sa souffrance à nu et la partage désormais avec elle.
le dialogue avec ses pairs en l'état actuel des choses étant impossible. Il n'est maintenant plus rien et semble toucher le fond. Il ne lui reste donc plus qu'à renaître de ses cendres. Cette renaissance sera sans doute très longue et très difficile. Mais William n'est-il pas un Fraser ? Un grand merci Sylvaine. J'aime que tu laisses une ouverture d'espoir concernant William, et c'est vrai qu'on a quand même hâte de voir un peu ce qui va advenir de lui. Alors bon, dans la fin de la saison, on sait, mais surtout dans la saison 8. Et maintenant, on écoute Claire. Sur l'attitude de Lord John face à la réaction de Jamie. Nous savons que leur amitié n'est possible qu'à la condition de ne jamais franchir le tabou de la question du désir de John envers Jamie. Pour John, aimer Jamie donne sens à sa vie, mais il a intégré parfaitement le fait, énoncé à Artsmuir, que Jamie ne veut pas entendre parler de son amour. Il a deviné depuis longtemps la vulnérabilité de Jamie sur la question du désir pour un autre homme, horriblement vécu avec Randall. Or John avoue délibérément, c'est vous que nous baisions. Il appelle volontairement la violence de Jamie. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement coucher avec Claire qui déclenche la réaction brutale de Jamie, mais que John évoque un désir sexuel. John hurle « Je ne regrette rien ». Certes, il revendique haut et fort les mêmes valeurs que Jamie de protection de Claire, mais pas seulement. John explose devant ce que Jamie ne semble pas comprendre, la douleur ressentie à l'annonce de son décès. De plus, John reconnaît une culpabilité de n'avoir pas maîtrisé sa pulsion sexuelle, il a dérogé à ses valeurs. En bon soldat, il défie courageusement Jamie. Et John se sent revivre puisque Jamie est vivant. La part sombre de ces deux personnages centraux d'Outlander est réelle et cette lutte contre eux-mêmes est indissociable de leur amitié. Pour John, l'explosion de vérité et de dignité. Pour Jamie, l'amitié trahie et la peur viscérale de l'homosexualité leur font perdre leur self-control. Dans l'honnêteté de leur échange, leur amitié court à sa perte. Un grand merci Claire pour être revenue un peu plus en détail sur cette scène, cette confrontation entre ces deux personnages qu'on aime beaucoup. Je le dis pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas, mais Claire est une très grande fan du personnage de Lord John, d'où voilà certainement cette intervention sur ce sujet-là en particulier. Tu parles d'une amitié qui part à sa perte. Bien écoute, j'espère qu'ils arriveront à se rabibocher avant la fin de la saison 8. Allez, gageons que ce sera le cas. On écoute Aline maintenant. J'ai aimé le dialogue de fin entre Claire et Jamie, car on découvre le ressenti de Jamie à la naissance de son fils, à sa jalousie. Comment dire à William que c'est sa mère qui souhaitait cette relation sans détruire sa respectabilité au détriment de Jamie. On découvre aussi, encore plus dans ce chapitre, qu'à cette époque, il y avait aussi des espions et que les hommes étaient capables de faire pour gagner ou par jalousie. Très bel épisode où il y a beaucoup de choses à dire et je pense que Aurélie en a détaillé pas mal, mais c'est vrai que ces épisodes-là sont très très bien. Bon, bonne journée à vous tous. Merci Aline, merci d'être venue sur l'épineuse discussion effectivement de Claire, qui doit expliquer à William à la place des principaux intéressés. Et comme tu le soulignes, elle s'est quand même plutôt brillamment sortie de cette situation un peu compliquée pour elle. Et maintenant, on écoute Antonia. Bonsoir, je vais vous parler de William. Dès les premières heures de sa naissance, il perd sa mère et in extremis est sauvé par le palefrenier écossais. William, 9e comte d'Ellesmere, qui possède titres, terres, richesses, va vivre une succession de pertes. À partir de 3 ans, c'est le palefrenier Mac qui va lui servir de figure paternelle. Un attachement profond les lie tous les deux. Cependant, Mac se voit obligé de partir, leur ressemblance étalée en plein jour est flagrante. Premier déchirement d'un enfant de 6 ans, mais aussi d'un père inconnu, qui n'a pu lui laisser qu'un nom de baptême James et un chapelet en bois, 2 symboles. William perd ensuite Isobel, considérée comme sa mère. Puis, à Fraser Ridge, il risque de perdre son père, Lord John de la Rougeole. Quelques liens se tissent à nouveau entre William et son géniteur. Par contre, il apprend par inadvertance qui est son vrai père, le palefrenier écossais, rebelle, qui a failli le tuer sur un champ de bataille. Cette nouvelle le bouleverse au pot au point, tout comme sa sœur Brianna, pratiquement au même âge.
Et qui dit la même phrase, ma vie n'a été que mensonge. William est fracassé, tourmenté, errant comme une âme en peine, et cherche, tout comme Brianna, la vérité sur sa naissance. Un grand merci Antonia. Waouh, la façon dont tu exposes la succession de pertes et fracas qui a entouré toute l'enfance et la jeunesse de William, en fait on se rend compte que ce personnage n'a vraiment pas du tout été épargné par Liana Gabaldon et c'est retranscrit dans la série. C'est ce qui le rend d'autant plus comme un héros tragique en fait. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il adviendra de lui aussi là, dans les futurs épisodes et dans la future saison. Merci Antonia. On écoute maintenant Nadine. Quel épisode passionnant. C'était prenant du début à la fin. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Entre émotions exacerbées, la colère, les jalousies, l'amour qui reste au centre des intrigues avec la réconciliation épique et quand même très argumentée de Claire et Jamie. On peut voir que même chez les Hunters, des personnages habituellement posés et réfléchis, on a des attitudes assez remarquables. Denzel qui bien sûr se précipite pour soigner un prisonnier et qui en découvrant qu'il s'agit de Lord John, n'hésite pas à l'aider pour s'évader. Et Rachel, que j'ai trouvée très courageuse, cette manière de s'interposer entre William et Ian, elle n'a pas eu peur de se confronter au fils de Jamie, qui pourtant était très en colère, du pur Outlander. Merci Nadine pour l'ensemble de ton vocal, mais surtout pour avoir mis en lumière un peu plus Rachel. Je ne l'ai pas trop fait, c'est vrai, dans le décryptage. Et ouais, c'est important de mentionner qu'en fait, elle aussi, c'est une femme, enfin, c'est la représentation un peu des femmes dans la saga, en tout cas des personnages dits principaux ouais, des principaux, secondaires, mais plus. Une femme forte qui n'a pas peur d'exprimer son avis et ce qu'elle pense. Et en fait, venant de Rachel, c'est d'autant plus important à souligner qu'elle est quakeresse, donc un de ses principes, une de ses valeurs, c'est la non-violence. Et là, non seulement elle s'affronte verbalement, mais en plus elle gifle William. Donc oui, c'est d'autant plus remarquable. Merci de l'avoir mentionné. Et nous écoutons maintenant Annie. Bonjour les addicts et merci Aurélie. De cet épisode riche d'émotions en tout genre, comme tu l'as si bien décrypté Aurélie, une scène m'a touchée. C'est celle de la confrontation de Jamie et William, après que ce dernier, en proie à une rage incontrôlable lorsqu'il a découvert que Jamie, le palefrenier rebelle, est en réalité son père biologique, frappe injustement, voire avec méchanceté, son cousin Ian et le fait arrêter par les Anglais. Jamie, qui avait pourtant fait preuve de tendresse et de ménagement lors de la révélation, se voit contraint de le ramener à la raison, l'entraîne sous un arbre et lui ordonne sans ménagement de libérer Ian. Cette scène intense révèle bien plus qu'une confrontation entre deux hommes. Elle met en avant la relation père-fils entre Jamie et William. Leur caractère similaire, n'oublions pas certaines violences de Jamie lorsqu'il perd le contrôle d'une situation. Leur face-à-face sans artifice et sans masque de préséance cette fois. L'échange musclé devient une véritable leçon éducative et rappelle les interactions entre Jamie et William enfant à Elwater lorsque ce dernier manifestait une attitude insolente et gâtée envers Jamie son palefrenier. Aujourd'hui, Jamie remet de nouveau dans le droit chemin William, pas seulement en tant qu'adulte, mais en tant que père responsable, parce que c'est son fils et qu'il l'aime. Il complète son éducation comme il l'a fait avec Brianna. En d'autres temps, on aurait pu imaginer Jamie lui dire « Répare ta bêtise, fils », et William lui répondre « Ok, pas ». Cette scène nous rappelle que malgré les tumultes et les conflits, les liens familiaux restent essentiels chez les Fraser. Waouh, super, merci Annie. C'est vrai que tu réécris un petit peu les dialogues et l'histoire. Ce serait pas la même série hein, avec des dialogues de ce genre. Mais tu pointes en fait quelque chose que nous regrettons tous, hein, c'est de ne pas avoir vu finalement Jamie élever ses propres enfants. Parce que je crois qu'on l'a déjà dit par le passé, même dans d'autres décryptages très anciens des premières saisons. Quel père aurait été ce Jamie Fraser? Ce sera peut-être un regret. C'est écrit comme ça et je pense que c'est ce qui fait aussi le drama et c'est ce qu'on aime. Et passons à la note vocale de Michel. Tempête, naufrage, violence, trahison, colère, les coups pleuvent. Un vent de folie semble souffler sur nos héros. Jamie est de retour. William apprend la vérité sur sa naissance et il veut tout savoir. Les réponses de Claire ne lui satisfont pas, alors il casse tout sur son passage. Tel père, tel fils.
Jamie frappe John jusqu'à l'arrivée des soldats et l'abandonne à son triste sort. William rencontre Arabella et se montre maladroit. Jamie rencontre le général Washington et celui-ci lui propose un grade de général. William rencontre Rachel et Yann et une autre bagarre commence. Jamie use de son autorité pour que William libère Yann. John, toujours prisonnier, rencontre le docteur Hunter, qui l'informe de ce qui l'attend. William retrouve Annabella, Jane, et tente de se faire pardonner. Ensuite viennent les explications entre Claire et Jamie. 10 minutes d'explications avec des mots malheureux, de colère de Jamie, première réconciliation brutale et charnelle. Merci Michel pour ce résumé rapide et synthétique de l'ensemble de l'épisode où tu as vraiment bien mis en avant les scènes clés de l'épisode. Ouais, c'est chouette d'avoir fait ça. Merci à toi et on écoute maintenant Marianne. Beaucoup de colère dans cet épisode. Nous pouvons dire que le retour de Jamie ne se passe pas dans le calme. S'il pensait retrouver Claire et couler des jours heureux en retournant à Lallybroch, eh bien non. John lui apprend qu'il a connu sa femme charnellement et qu'ils pensaient tous deux à Jamie en le faisant. John aurait dû avoir un peu plus de tact, et la réaction de Jamie est violente. Aïe, quel coup de poing! Et le voici général après sa rencontre avec Washington, ce qui nous annonce de nouvelles batailles. William aussi est en colère. Après avoir parlé à Claire, il envoie tout valser, ce qui nous fait penser aux colères de son géniteur. Il s'en prend ensuite à ce pauvre Yann. Quand Jamie l'apprend, c'est un beau face-à-face père-fils. Mais les mots de William sont très durs envers Jamie. Puis vient l'explication avec Claire, scène joliment jouée par nos deux acteurs. Mon flop, ce sera leur réconciliation. J'aurais aimé un plus beau moment malgré tout bien filmé avec ces passages entremêlés de John prenant la fuite. Ouais, Marianne, on partage du coup le même flop, je crois. Et oui, tu as mis en avant un peu Jamie tout au long de l'épisode. Il s'en passe des choses. Et c'était la note vocale d'avant, tel père, tel fils. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Les chiens ne font pas des chats. C'est vraiment ce qu'a cherché à montrer l'épisode. Et pour la dernière note vocale, nous écoutons Isabelle. Dans cet épisode, j'ai perdu Jamie. Je ne comprends vraiment pas. Je trouve qu'il y a une distance entre son langage corporel et ses mots, de plus en plus crus d'ailleurs. Il dit à Claire que c'est la jalousie qui l'a fait frapper Lord John. Pourtant, lorsque celui-ci lui dit avoir fait l'amour à sa femme de façon de plus en plus crue et que on voit qu'il a très bien compris, ce n'est seulement qu'au moment où John lui dit qu'à travers Claire il l'a baisé lui, que là, le premier coup tombe. Plus tard, il va lui demander des détails sur ce qui s'est passé. À Claire, il va lui demander également savoir si Lord John l'avait pris comme si c'était un de ses amants. Il va traiter Lord John de sale pervers, alors qu'il lui a confié son fils, son enfant, William. Je me demande si Jamie, à ce moment-là, lorsque John lui dit qu'il l'a baisé lui, sans son consentement d'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas un vieil écho à une prison avec un réel pervers à ce moment-là qui le fait exploser? Je sais pas. En tout cas, la scène avec Catriona m'émeut complètement aux larmes, mais il y a une distance que je ne comprends pas, surtout lorsqu'ils sont sur la table. Ils se reconnectent d'habitude comme ça, mais là, c'est pas le cas. Merci Isabelle, j'espère que tu vas retrouver Jamie dans les prochains épisodes. Tu as osé exprimer une opinion impopulaire, hein, en mettant en avant voilà, tout ce qui fait qu'on ne reconnaît pas de Jamie, effectivement, d'une certaine manière dans l'épisode. Certains d'entre vous qui nous écoutent ne partageront peut-être pas ton avis sur la dernière scène. Claire et Jamie ont l'habitude de se reconnecter de manière assez brutale lorsqu'ils ont eu beaucoup de tensions juste avant. On se souvient de la scène de l'écurie, on se souvient de l'épisode 9 dans la saison 1 sur le tapis. Hein. Ils étaient très très fâchés, c'était aussi très brutal. Donc ma foi, voilà. On verra ce que la suite nous réserve pour Jamie, mais en tout cas merci voilà, d'avoir osé exprimer
cette opinion. Merci à toi Isabelle, et ça clôt nos notes vocales pour aujourd'hui. On passe à la conclusion. Merci à vous toutes. Après un épisode entier consacré à la colère, aux trahisons, aux confrontations, aux coups, aux gifles, une question se pose. Et maintenant? Jamie, William, Lord John, tous ont été secoués, voire brisés, d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que l'on peut vraiment avancer après une trahison? Parce que la vraie question n'est peut-être pas « peut-on pardonner ?», mais plutôt « peut-on avancer sans pardonner ?» Jamie peut-il mener une guerre avec un fils qui le rejette et qui est dans l'autre camp? William peut-il servir une armée qui ne correspond plus à ce qu'il est? Lord John peut-il survivre à tout ce qu'il vient de perdre? Et surtout, après cet épisode de tension, verra-t-on enfin un changement de dynamique? Les conflits s'apaiseront-ils, ou est-ce que les blessures ouvertes ici vont continuer à creuser des fossés entre les personnages? Jamie et Claire auront-ils un moment de calme avant la tempête de la guerre? Roger et Brianna referont-ils surface pour apporter une autre perspective? On l'espère, et on ne doute pas que ce sera le cas. Une chose est sûre, la deuxième moitié de cette saison 7 ne nous laisse aucun répit. Si vous avez envie de vous immerger encore plus dans cet épisode, mon site internet regroupe toutes les ressources disponibles. Photos des coulisses, vidéos, photos de l'épisode, anecdotes de production, tout est centralisé pour revivre chaque épisode sous toutes ses facettes. Le lien est en description et dans le petit i ici. Mon prochain décryptage consacré à l'épisode 13 arrivera dans 2 semaines sur YouTube. Les abonnés Patreon pourront le découvrir en avant-première dès le 6 avril. À très bientôt, prenez soin de vous.